RCCI vous propose Dans le vif de la Constitution, une émission présentée par Anis Moulay et Asif Alaya. Et tous les jeudis à partir de 8h30, vous avez rendez-vous avec Anis Moulay dans le vif de la Constitution. Bonjour Anis. Bonjour Afef. Comme tous les jeudis, nous avons le plaisir d'avoir avec nous professeur Abdelhamid Labed, maître de conférences en droit public dans les universités tunisiennes. Bonjour professeur. Bonjour Afef. Je dirais l'inamovible Abdelhamid Labed. Oui. Pas tout à fait, non, pas tout à fait. Je suis tout à fait amovible, et à durée déterminée, pour ne pas dire autre chose. Un usage unique, jetable. Donc. Alors, la semaine dernière, on a commencé à traiter le chapitre consacré aux principes juridictionnels, n'est-ce pas Anis? Donc, on va continuer dans le même chapitre pour entrer plus dans les détails. Et je voudrais savoir, comme première question, qu'est-ce qu'on entend par les principes juridictionnels constitutionnels? D'abord, Afef, avant de commencer à traiter ce sujet très important, il faut juste préciser que nous sommes dans le cadre donc de l'autorité judiciaire, telle qu'elle a été donc prévue dans le projet de la Constitution. Nous avons commencé par discuter de l'organisation juridictionnelle en Tunisie, à travers les différents tribunaux que constitue cette organisation. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème qui est, à mon sens, majeur et très important. Il s'agit des principes juridictionnels constitutionnels, c'est-à-dire, sommairement, il s'agit des principes qui ont été prévus par le projet de la Constitution pour mener les actions en justice avec la plus grande rigueur, la plus grande transparence, dans le sens de donner réellement une justice. Et pour cela, le projet de la Constitution a prévu quelques mécanismes, quelques principes fondamentaux et constitutionnels qui protègent aussi bien le juge que les justiciables. D'accord. Petit à petit, on va donc s'atteler, s'agissant des juges et ensuite, et justiciables. D'accord, donc je vais reposer encore une fois ma question, professeur Abdelhamid Labed. Qu'est-ce qu'on entend par les principes juridictionnels constitutionnels? Je vais répéter exactement ce qu'a dit Anis, c'est-à-dire qu'il s'agit de principes qui déterminent la façon avec laquelle la justice doit être rendue. Et quels sont ces principes? C'est-à-dire de principes qui concernent aussi bien le juge qui sont en charge de cette fonction de rendre la justice et le justiciable qui éventuellement pourrait avoir recours à cette justice. Donc ça se conjugue dans les deux sens, dans le sens de juge et dans le sens de justiciable, c'est-à-dire des citoyens et citoyennes qui pourraient éventuellement avoir recours à la justice pour un motif ou un autre. Donc il s'agit de principes qui déterminent les conditions dans lesquelles ce pouvoir ou ce service public de la justice est rendu dans le pays. Quand on dit Anis principe, on voudrait savoir quels sont ces principes. Qu'est-ce qu'on peut dire par principe et un exemple? Tout à fait. Pour bien comprendre, justement. Tout à fait. Donc on peut parler de la compétence d'abord des juges. Il faut que ces juges-là soient des juges compétents. Ils doivent aussi être intègres, indépendants, et ne subissent que, je dirais, la force de la loi lorsqu'ils rendent leur justice. Voilà, lorsqu'ils rendent leur verdict. Et bien évidemment, dans ce cadre précis, s'agissant des principes juridictionnels, constitutionnels, il est très important de souligner la problématique ou la question: est-ce que le projet de la Constitution a prévu des mécanismes pour que le juge soit indépendant dans ses actions? Parce qu'on a souvent épilogué, on a souvent polémiqué, on a souvent soulevé la problématique de l'indépendance de la justice. Est-ce que, actuellement, dans le projet de la Constitution, est-ce qu'on a des mécanismes qui permettent aux juges de rendre
la justice de rendre les verdicts sans considération partisane, sans considération politique, sans autre considération que celle réellement de la loi. Et on peut, c'est Abdelhamid, à ce sujet, par exemple, s'atteler sur le fait de savoir est-ce que le ministère public qui est compétent donc à, je dirais, essayer de constituer la partie, je dirais, qui représente l'État, s'agissant d'un litige, est-ce que le ministère public est indépendant par rapport à ce projet de constitution vis-à-vis donc du ministère de la Justice, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Nice, nous avons juste un problème, pas tout à fait un problème, mais nous devons corriger un peu la méthodologie, parce que lorsque nous parlons des principes dans le texte de la Constitution, on ne va pas parler des mécanismes. On va parler uniquement de la déclaration des certains principes qui fonderaient la future réglementation ou les futures lois qui vont organiser la façon avec laquelle la justice est rendue dans le pays, et aussi la raison avec laquelle les textes de loi, les textes des règlements doivent être rédigés pour précisément aboutir à ce résultat et que la justice soit rendue. Donc précisément, on ne peut pas parler des mécanismes dans un texte constitutionnel, on parle uniquement des principes. La question que l'on pose... Mais la question de l'indépendance et Abdelhamid qui a été prévue dans ce projet de constitution. Est-ce que ce concept-là pourra éventuellement changer les choses? Parce qu'on a toujours et souvent fustigé l'appareil judiciaire d'être sous l'emprise de l'exécutif. Et le fait de prévoir dans ce projet de constitution que les juges doivent être indépendants, cela signifie qu'au niveau de la procédure et des mécanismes, ceci devrait amorcer un changement. C'est dans ce sens-là que j'ai prévu cet aspect. Je sais que la préoccupation qui est exprimée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'indépendance entre guillemets de juge. Pas tout à fait de la justice finalement, parce que la justice c'est pas uniquement le juge, c'est tout les auxiliaires de justice, tout un mécanisme. Il faut que tout le monde puisse rendre la justice de manière pas tout à fait, on dirait pas indépendante, mais tout à fait sereine et tout à fait intègre et honnête. C'est ça le désir ou le vœu que l'on peut former pour que la justice soit rendue. La question que l'on se pose, le principe ici dans le texte de projet ne diffère pas énormément de ce qui a été posé dans la Constitution de 59. Il y a uniquement des ajouts ou des précisions pour certaines choses qui éventuellement pourraient contribuer à l'indépendance de la justice. Mais le texte, parmi les choses qui ont été ajoutées, on peut dire tout de suite d'emblée que, par exemple, comme vous venez de le dire au début de l'émission, que le juge sont inamovibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déplacer un juge d'un poste déterminé sans d'abord il exprime son accord express sur cette mutation qui pourrait le toucher. Et qui, rappelons-le, le régime était considéré comme, cette rotation-là était considérée comme une sanction à faire. C'est-à-dire si un juge ne rentre pas dans le bercail du parti au pouvoir ou des gens qui étaient dans le pouvoir, eh bien tout à fait, s'il est par exemple à Tunis, ou s'il est donc à Sousse, s'il est à Sfax, il peut se retrouver donc par une mesure qui, soi-disant légale, parce qu'elle est, je dirais, l'œuvre du Conseil supérieur de la magistrature, il peut se retrouver donc dans un endroit reculé de la Tunisie. Tous les endroits de la Tunisie sont des endroits, mais là, ça pourrait donc lui accorder, ça pourrait lui constituer une sorte donc de contrainte, une sorte de le problème qui se pose, c'est de savoir exactement est-ce que, lorsqu'on voit les choses de cette façon, c'est-à-dire une imitation d'un juge, est-ce que cela est une sanction ou non? C'est-à-dire si on veut, par exemple, aller concrètement au but, une désignation dans un tribunal comme le tribunal de première instance de Kabylie ou le tribunal de première instance des États-Unis, c'est une sanction ou non? Oui, voilà. C'est ça la question. C'est un sujet qui est un peu polémique aussi, parce que ça crée une, je dirais,
être honnête dans la position l'on tient, parce que finalement, je dirais que quelqu'un qui va au tribunal de première instance de Kibeli, et peut-être il trouverait un repos, par exemple, parce qu'il n'a pas le même volume de travail dans un autre tribunal de première instance. Donc, sanction entre guillemets, ça dépend de la position que l'on a. Mais finalement, le principe d'inamovibilité du juge, ça veut dire que le juge est plus ou moins tranquillisé sur le déroulement de sa carrière uniquement. Le mutation, tout ça, ce sont des épiphénomènes, c'est-à-dire des accidents de route. Et c'est pas pour taxer tel ou tel régime d'avoir muté tel ou tel juge, etc. Des choses qui aujourd'hui, finalement, c'est de l'histoire. Et avec l'histoire, on peut dire tout ce qu'on veut. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. On peut aussi ajouter à la question de l'immunité du juge, qui a été donc reprise dans le projet de la Constitution de 2013 dans son dernier draft par rapport à ce qui existait dans la Constitution de 59, et c'est tout à fait normal qu'on accorde l'immunité donc il faut expliquer aussi le fait que on accorde l'immunité pénale. Pénale, tout à fait. C'est une immunité pénale pour ce qui c'est-à-dire, est-ce qu'on peut l'expliquer? Pénale, c'est-à-dire on ne peut pas poursuivre un juge pour des faits qui sont sanctionnables sur le plan pénal, à moins qu'ils soient pris en flagrant délit. D'accord. On peut toujours le sanctionner, mais c'est-à-dire la procédure est différente. C'est-à-dire que il ne peut pas être poursuivi devant la justice avant que l'immunité ne soit levée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature concerné. Donc c'est-à-dire on ne peut pas mener directement manu militari un juge. Il faut d'abord qu'il y ait une demande devant le Conseil donc supérieur de la magistrature. Pour lever l'immunité. Il faut que l'immunité soit levée pour que le juge donc puisse répondre de ses actes donc à connotation, je dirais, à caractère pénal. C'est-à-dire le fait de voler ou le fait de frapper quelqu'un, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des actes qui tomberaient sous la loi pénale. Donc lorsque le juge éventuellement commettrait ce genre d'acte, il est passible de poursuite et éventuellement de jugement devant la justice, mais avec certaines garanties, et le premier des garanties, c'est de lever l'immunité par le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de magistrature dont il relève. Parce que nous avons aujourd'hui 3 formations de Conseil de magistrature. On a parlé je dirais 4 avec le Conseil. Quatre sous-conseils supérieurs de magistrature. Donc la procédure ou la garantie qui est prévue, c'est de ne pas poursuivre le juge pour les actes qui tomberaient sous la loi pénale, c'est-à-dire qui consisteraient en des atteintes ou bien aux personnes ou bien aux biens. Qui serait commis par le juge. Donc c'est ça le principe d'immunité pénale accordée au juge. Donc nous avons, c'est un deuxième ou une deuxième garantie qui est accordée au juge, c'est-à-dire d'abord le principe d'inamovibilité. Le second principe ou le deuxième principe, c'est le principe d'immunité juridictionnelle en matière pénale. Donc ce sont des principes qui aiderait à ce que le juge soit conforté dans sa mission. Rendrait sa justice sans subir la pression de quiconque. Ici nous avons aussi un article qui est tout à fait littéraire, c'est l'article 106 qui dit que il est interdit toute émission dans l'injustice. C'est exactement ce qui a été écrit. C'est un ajout. Voilà, c'est un ajout littéraire, mais à mon avis, c'est un cheveu dans la soupe. Alors, Anis, on remarque également que dans le projet de la Constitution, l'existence de principes qui concernent d'une part les juges et d'autre part les justiciables. Oui, les justiciables aussi. Vous savez, dans cette configuration donc de justice, il existe 2 protagonistes majeurs les auxiliaires de justice, les juges, les auxiliaires de justice, c'est-à-dire les huissiers notaires, les avocats et les autres, et puis donc le justiciable qui lui pourrait être à la fois donc je dirais l'objet de jugement prononcé par un juge. Et pour cela, ce justiciable doit bénéficier lui-même, même s'il est donc présumé coupable, de certaines garanties par rapport donc à sa défense, par rapport donc à l'égalité de traitement qui devrait exister, et aussi un fait très important à soulever aussi, le projet de la Constitution a catégoriquement interdit l'existence de ce qu'on appelle les tribunaux d'exception.
Les tribunaux d'exception. Ces tribunaux-là, comme le tribunal de la sûreté de l'État, c'est Abdelhamid qui existait, la cour de sûreté de l'État qui existait auparavant, donc, et c'était des cours qui étaient créés ad hoc, à l'occasion, on peut le dire comme ça, ou qui étaient créés, mais qui avaient une compétence essentiellement politique, c'est-à-dire on n'accordait pas la possibilité aux gens de se défendre selon des principes qui existaient pourtant dans la Constitution. Donc ces principes existaient déjà dans la Constitution de 59. Ils existaient déjà. Ce n'est pas un nouvel élément. Non, ce n'est pas donc un nouvel élément qui a été ajouté. Ça existait déjà. Mais ce qui n'existait pas déjà, c'est l'interdiction de créer donc des tribunaux d'exception. Or, ces tribunaux d'exception-là ont été prévus du temps du Bourguiba essentiellement pour donc faire des procès politiques. On se rappelle tous. Pour l'histoire, la Cour de sûreté de l'État n'était pas prévue dans le texte de la Constitution. Exactement. Ça c'est une. Deuxièmement, les tribunaux qui ont fonctionné. Il n'y avait pas une interdiction de la créer non plus. Voilà, mais aussi c'est la même chose ici avec le texte. Donc rien ne prévoit. Bon, c'est-à-dire que là il y a une interdiction claire, ça. Mais voilà, le problème c'est que qu'est-ce qu'on veut dire par de tribunaux d'exception? Tout est un problème de compréhension du texte. Les tribunaux d'exception, comme leur nom l'indique, ce sont des tribunaux qui n'existent pas dans l'organisation juridictionnelle que nous avons précité, que nous avons cité dans l'autre émission, dans la précédente émission, et qui sont prévus à l'occasion à Rafef pour un fait particulier. Pour un fait particulier. Auparavant, je dis, et ça c'est l'histoire de la Tunisie que tout le monde devrait connaître aussi, que ces tribunaux-là ont existé en Tunisie pour mener donc des procès politiques. On se rappelle tous donc des affaires comme Perspective en 69. Beaucoup d'autres affaires, donc l'ouvrier tunisien aussi, le courant islamiste en 81, c'était donc des affaires à connotation politique qui n'étaient pas du ressort donc des tribunaux judiciaire comme elle existait auparavant, mais un tribunal d'exception avec des juges qui étaient choisis. Ce sont des sujets tout à fait polémiques, parce qu'on ne sait pas exactement. Enfin, j'aime pas retourner à l'histoire dans ce genre de questions, parce que, bon, j'espère qu'avec, on dépasserait ce genre de choses, mais juste pour revenir un peu au principe. Vous n'étiez pas dans une cour de sûreté de l'État auparavant, c'est Abdelhamid? J'y étais. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de défendre ces cours-là. Vous savez, par exemple, dans le texte de la Constitution de 59, il y a inscrit dans la Constitution qu'il y ait une haute cour pour le jugement éventuel de ministres ou de membres du gouvernement qui porteraient ou qui violeraient la loi ou qui commettraient des infractions. En France aussi, il y a une haute cour pour le ministre ou les membres du gouvernement qui commettraient ce genre d'actes. Et personne aujourd'hui ne pourrait dire que cette haute cour est un tribunal d'exception et ce serait interdit par la Constitution française. Donc voilà, toute chose par ailleurs étant égale, tout ça c'est tout à fait relatif, parce que il faut juger sur espèce. Vous posez tous les principes que vous voulez. Mais rien n'interdit que vous allez le respecter. J'aurais bien aimé continuer donc à débattre avec vous de ce point. Par contre, il faut. Je reviens au premier principe. Nous avons parlé de l'indépendance de la justice. Il y a quelque chose qui manque dans nos projets de la Constitution. C'est le fait. Vous avez parlé des garanties qui sont accordées aux juges. Mais aussi, il faut parler des obligations qui doivent être assumées par les juges. Si nous regardons, par exemple, des projets de Constitution, qui sont venus après une période transitoire, telle que par exemple la constitution polonaise après le changement des années 90, nous trouvons expressément une disposition qui interdit aux juges de s'affilier soit à des partis politiques, soit de former même des syndicats. C'est inscrit dans la Constitution. Donc l'indépendance de la justice, ça suppose aussi des obligations. C'est-à-dire on ne peut pas aussi exprimer des positions politiques par des juges, on ne peut pas s'affilier à des partis politiques, on ne peut pas créer des syndicats, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors il nous reste 4 minutes à une dernière question à poser. Est-ce que ces principes peuvent apporter l'effet escompté pour une meilleure justice ?
Vous savez, Afef, c'est la question que nous soulevons toujours à propos donc de la teneur et de l'effet des dispositions constitutionnelles. La Constitution est un ouvrage, donc est un texte juridique qui peut rester lettre morte s'il n'y a pas réellement la volonté de l'appliquer et de le respecter. C'est-à-dire, on a beau mettre dans ce projet de la Constitution tous les principes qui garantissent donc aux justiciables, aux juges, une pérennité dans leur action, une indépendance, une limpidité, mais s'il n'y a pas réellement la volonté de concrétiser cela sur le plan pratique, réel, ce genre d'article serait donc lettre ou resterait lettre morte. Anis, voilà, à mon avis, quel que soit le texte constitutionnel, tout dépendra du travail qui sera fait par l'Assemblée législative. C'est-à-dire, c'est le pouvoir législatif, en premier, en définitive, qui déterminera la façon avec laquelle la justice sera rendue dans ce pays. À travers les lois qu'il voterait. Voilà, exactement. Donc, il faut toujours essayer d'améliorer les textes. Nous avons un problème énorme, nous avons un arsenal juridique qui est plus ou moins dépassé par le temps, archaïque, je dirais, parce que nous avons des textes qui datent de plus d'un siècle. Nous avons le code pénal tunisien qui a été, qui a fêté ou qui devrait fêter cette année son centenaire. Tout à fait. Donc, il y a même des dispositions en fait qui sont complètement obsolètes. Il y a même des dispositions qui sont anticonstitutionnelles même. Nous parlons par exemple lorsque nous parlons de la justice, nous avons à l'esprit toujours les procès pénaux. Mais aussi, aujourd'hui, ce qui est important aussi, sont les procès civils, c'est-à-dire les problèmes qui se posent entre, par exemple, les sociétés, les commerçants, toute personne qui s'adonne à des actes de commerce ou d'industrie. Donc c'est tout un pan d'activité qui aujourd'hui qui est sous-administré judiciairement, c'est-à-dire nous n'avons pas des mécanismes, des principes, des lois, des réglementations qui aideraient à rendre la justice dans ces domaines. Donc, nous avons un système qui nécessiterait un travail énorme de production de textes. Voilà. Oui. Alors, le chapitre réservé au principe, ou plutôt l'émission réservée au principe juridictionnel constitutionnel prend fin. Vous emmenez les pinceaux là. Pour la semaine prochaine, Anis. La semaine prochaine, on essayera de parler d'un sujet très intéressant, très important, une nouveauté dans le paysage juridique tunisien, c'est la Cour constitutionnelle, Afef. Voilà. La Cour constitutionnelle qui connaîtra de la constitutionnalité des lois. C'est une garantie majeure qui a été donc amorcée avec ce projet de la Constitution et je ne peux personnellement en tant que juriste que me réjouir donc de cette Cour-là qui aura des attributions très importantes en matière... très vite, Anissa. Oui, c'est mon avis, ça. Vous pouvez avoir donc un autre avis. Voilà, en fait, donc ça sera la Cour constitutionnelle. Voilà. Merci beaucoup, professeur Abdelhamid Labed, et merci également à Ayman Tanfouri pour sa collaboration technique. À 9h, Slahdi Mbarak vous présente le flash de l'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h dans C'est le Mag. Bonne journée et au revoir. RTCI vous propose Dans le vif de la Constitution, une émission présentée par Anis Moulay et Asif Alaya.